Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici pour partager quelques résultats d'une petite analyse secondaire que j'ai faite avec ma collègue Sophie Tremblay-Hébert. C'est une analyse de données qu'on a fait à partir d'une grosse banque de données qu'on a accumulée là, suite à l'évaluation d'impact, le troisième cycle de l'évaluation d'impact de la LPJ. Donc, je vais vous parler un petit peu de la méthode tantôt, là, mais c'est Sophie et moi qui avons fait cette analyse-là, mais l'évaluation d'impact de la LPJ regroupe une grande équipe, dont Tonino Esposito, Marie-André Poirier et Jean-François Cardin et Marie-Noëlle Royer qui ont travaillé, là, qui sont deux analystes qui ont travaillé au traitement des données, qui est essentiel là, dans le cadre de cette analyse-là. Donc, mon plan pour aujourd'hui est assez classique. Donc, mise en contexte, objectif, méthode, résultat, discussion. Pas de grosse surprise ici. Pourquoi on s'intéresse aux trajectoires de placement en protection de la jeunesse? On s'en souvient tous, le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse vraiment remis en avant-plan l'importance d'assurer à chaque enfant une famille pour la vie. Dans la littérature scientifique sur les trajectoires de placement en protection de la jeunesse, souvent, on va retrouver les différents événements qui vont ponctuer la trajectoire de placement qui sont étudiés en silo. Donc, on a tout un pan de littérature qui va examiner, par exemple, la probabilité de réunification, le risque de bris de réunification. Ensuite, il y a tout un pan de littérature sur le taux de placement. Ensuite, il y a toute une série sur l'instabilité des placements. Tout ça, c'est étudié souvent avec un corpus de littérature un peu distinct, puis c'est un peu étudié en silo et rarement de façon intégrée. Alors, ce qu'on a voulu faire ici, justement, c'est de considérer l'ensemble de ces événements-là, qu'on peut dire, dans une trajectoire de placement, puis de les considérer comme un tout. Alors, l'objectif, c'était de vérifier d'abord, est-ce qu'il existe des profils de trajectoire qui sont basés sur le cumul de certains événements? Parce que quand on regarde il n'y a pas tant d'études que ça là, qui ont regardé vraiment les trajectoires de placement de façon globale avec plusieurs des composantes de la trajectoire de placement. Ceux qui l'ont fait ont souvent eu une approche qui est séquentielle, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la séquence des différents événements. Par exemple, est-ce qu'on commence à essayer par un maintien avant de placer, puis que là, il y a une première unification, est-ce qu'elle arrive vite, est-ce qu'elle n'arrive pas vite, donc comment les événements se suivent l'un derrière l'autre. Nous, on a adopté plus une approche de cumul d'événements. Donc, est-ce qu'il y a des profils de trajectoire qui ressortent en fonction de la quantité de déplacements, de la quantité de placements d'urgence, du nombre de jours cumulés en placement? Donc, on est vraiment allé avec une approche de est-ce qu'on est capable de dégager des trajectoires selon le cumul de certains événements? Puis on a essayé de voir si ces profils-là sont associés au statut de permanence qui est observé vraiment longtemps après l'entrée dans les services, donc presque 10 ans après l'entrée dans les services de protection. Donc, la façon dont on a procédé, on est parti des données, comme je le disais tantôt, là, qui ont été extraites dans le cadre du troisième cycle de l'évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, la cohorte qu'on a utilisée pour faire l'analyse, elle contient tous les enfants qui sont entrés dans les services de protection en 2008, donc tout de suite après la réforme de 2007, et qui ont été par la suite placés en milieu substitut quelque part dans les 9 années suivantes. Ce sont des données exclusivement administratives que je vais vous présenter aujourd'hui, donc un peu comme ce que Tony vous a montré, là, des données qui proviennent des services de protection de la jeunesse à travers le Québec. La durée de suivi pour chaque enfant, elle est de 9 ans et demi, suite à leur entrée en évaluation dans les services de protection. Puis c'est important de se rappeler que conceptuellement, là, on a vraiment voulu, contrairement à la plupart des études qui ont été faites là, sur les trajectoires de placement, on a regardé la trajectoire sur les 9 années, indépendamment du nombre d'épisodes de service. Parce que souvent, les études vont regarder l'instabilité du placement, mais ils vont arrêter d'observer après le premier épisode, quand l'enfant est retourné chez lui,
Sauf que ce qu'on a vu, nous autres, dans les trajectoires en protection, puis au Québec, mais c'est comme ça ailleurs aussi, c'est qu'il y a des enfants qui vivent plusieurs épisodes de service avec à l'intérieur, des fois, plusieurs épisodes de placement intercoupés là, par des tentatives de réunification, par exemple. Fait que nous, on a vraiment pris une approche qui regardait la trajectoire de placement là, sur les 9 années, indépendamment du nombre d'épisodes de service. Le nombre de prises en charge, finalement, là, si on peut le dire comme ça aussi. Donc, on a fait une analyse de profil latent. Ce type d'analyse-là, ça consiste, dans le fond, à essayer de voir est-ce que dans notre groupe d'enfants placés, est-ce qu'il y a des sous-groupes qui se dégagent en fonction des caractéristiques de la trajectoire? Est-ce qu'il y a vraiment des sous-groupes, des enfants qui se ressemblent, qui se regroupent ensemble, puis qui sont distincts de d'autres enfants à l'intérieur du groupe? Donc, est-ce que c'est un groupe homogène ou est-ce qu'il y a une typologie de trajectoire qu'on peut dégager de notre cohorte? Les variables qu'on a utilisées pour créer les profils, il y a 6 variables qu'on a utilisées. C'est vraiment des variables donc, qui décrivent les événements qui sont survenus durant les 9 années de trajectoire. Donc, le nombre de bris de réunification. Un bris de réunification, c'est quand on tente de réunifier un enfant dans sa famille après un placement d'un certain temps, puis qu'on est obligé de le replacer quelque part dans les 9 années après la réunification. Ensuite, on a regardé le nombre de déplacements. Ça, c'est vraiment le nombre de fois où l'enfant est déplacé d'un milieu substitut à un autre milieu substitut. Donc, que ce soit d'une famille d'accueil à une autre ou d'une famille d'accueil à un CR, d'une unité à l'autre à l'intérieur d'un même CR. Donc, dès que l'enfant doit faire ses bagages pour être déplacé d'un milieu substitut à l'autre, on considère que c'est un déplacement. Le nombre de jours cumulés en placement, donc à travers les 9 années, le nombre de jours que l'enfant a passé en milieu substitut, on les a additionnés. Le nombre de types de milieux substituts différents, donc il n'y en a pas des tonnes. Là. Au Québec, on a mis les familles d'accueil ensemble, familles d'accueil de proximité, puis on a mis CR, qui est Centre de réadaptation et foyer de groupe, ensemble. Donc, un enfant dans notre cohorte pouvait avoir jusqu'à 3 types de milieux de vie différents au long de sa trajectoire. Le nombre de motifs d'intervention, au Québec, on en a 9 grands motifs, abus physique, abus sexuel, négligence, ou les risques de mauvais traitement psychologique, abandon, puis troubles de comportement sérieux. Donc, on a regardé, dans le fond, ça c'est un indice de co-occurrence. Hein, jusqu'à combien de motifs de protection sont invoqués là, durant toute la trajectoire de l'enfant. Et le nombre de placements qu'on a appelés non planifiés, ça, c'est soit des placements provisoires ou des placements en, j'allais dire d'urgence, mais c'est le vieux terme, là, des placements en protection immédiate. Donc, ce sont des placements qu'on utilise souvent en attendant qu'on évalue la situation ou qu'on révise un dossier parce qu'il y a des faits nouveaux qui sont survenus ou qu'on veut réorienter la prise en charge et qu'on n'a pas encore statué sur la mesure finale qui va être adoptée. Alors, souvent, on va avoir un placement temporaire comme ça en attendant qu'on décide du projet de vie de l'enfant ou de son orientation. Alors, on a aussi utilisé ça. Donc, ça, c'est les 6 variables qu'on a utilisées pour créer nos profils. Ensuite, on s'est posé la question, bien, nos profils, supposons qu'on en a, nos profils, est-ce qu'ils se distinguent sur différentes variables qui ne sont pas des variables de trajectoire? Fait que là, on a regardé les variables que vous voyez là. Donc, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'âge de l'enfant quand il est rentré en protection? Est-ce qu'il y a eu des services avant le placement? Est-ce qu'on a essayé de le maintenir dans son milieu avant de le placer? On a regardé ça aussi. La présence de chaque motif de protection durant le 9 ans. La présence d'antécédents en protection de la jeunesse avant l'entrée en 2008. Puis, ultimement, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est est-ce qu'il y a différents types de trajectoires qui mènent à certains types de permanence? Ça, c'était la question ultime. Alors, évidemment, on a regardé ça, puis c'est ces résultats-là que je vais vous montrer.
Donc, ça, ce sont les 5 profils qu'on a obtenus avec notre analyse de classe latente. Donc, c'est toute notre cohorte là, de presque 3000 enfants placés qui se regroupent dans cinq groupes comme ça. Donc, notre premier groupe qu'on a appelé les trajectoires courtes stables, ce premier groupe-là comporte 66 de l'ensemble de notre cohorte. Donc, c'est le plus gros groupe. La façon de lire le graphique, c'est que la ligne horizontale, c'est quand les bâtonnets, qui sont les différentes caractéristiques de la trajectoire, nos 6 variables pour créer les profils, quand les bâtonnets sont au-dessus de la ligne noire, ça veut dire que dans ce groupe-là, les enfants sont au-dessus de la moyenne de la cohorte pour ces indicateurs-là. Puis quand le bâtonnet est en dessous de la ligne, ça veut dire que les enfants sont en deçà de la moyenne de la cohorte pour ces indicateurs-là. Puis ce qu'on voit dans ce premier groupe-là de trajectoire courte et stable, c'est que sur tous les indicateurs de trajectoire, ces enfants-là sont en dessous de la moyenne. Donc, c'est des enfants qui ont moins de déplacements, moins de bris de réunification, qui passent moins de temps en placement, qui cumulent moins de temps en placement, qui ont moins de motifs de protection. Donc, c'est des situations où ça a l'air d'aller moins mal, mettons, ou ça a l'air d'aller bien, si on peut le dire comme ça. Notre deuxième groupe, on l'a appelé la trajectoire longue stabilisée. Ce qui distingue ce groupe-là, c'est vraiment le bâtonnet gris que vous voyez. Là. Le bâtonnet gris, c'est le nombre de jours cumulés en placement. Fait que c'est des enfants qui, dans tous nos profils, c'est ceux qui cumulent le plus long nombre de jours là, en placement. Avec pas tant de bris de réunification, puis moins d'instabilité que la moyenne, mais il y a quand même des placements non planifiés. Là. Le bâtonnet vert est quand même là. Avec un peu de co-occurrence, le petit bâtonnet bleu. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit trajectoire longue stable. On a dit stabilisé parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même eu des placements en urgence, mais pas beaucoup d'instabilité. Donc, on les a qualifiés comme ça. Donc, ça, c'est un groupe qui représente 14 de la cohorte. Ensuite, notre troisième groupe, on l'a appelé bris de réunification et placement en urgence. C'est 10 de notre cohorte. Puis c'est un groupe qui se distingue des autres par l'importance des bris de réunification. Donc, le bâtonnet bleu que vous voyez qui est parmi les plus élevés, ce n'est pas le plus élevé. Là, le 5e groupe est encore plus élevé là-dessus. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que les bris de réunification ont l'air de se dérouler sur une période de temps relativement courte parce que la durée cumulée en placement, qui est le bâtonnet gris, est très dans la moyenne. Ce qui suggère que les bris de réunification ont dû se succéder. S'il y en a plusieurs sur pas beaucoup de temps, ça veut dire que ça s'est passé assez vite, avec quand même pas mal de placements non planifiés. Donc, c'est une trajectoire où il y a quand même quelques indices d'instabilité. Notre 4e groupe, c'est 6 de la cohorte. On l'a appelé les trajectoires d'instabilité en placement parce que ce qui les distingue vraiment, c'est le bâtonnet orange, donc l'instabilité, les déplacements d'un milieu substitué à un autre, avec pas beaucoup de co-occurrence. Fait qu'on se devine un peu, on va le voir tantôt, là, les ados en troubles de comportement très instables. Je vous le montrerai tantôt. Donc, puis notre dernier groupe, qu'on a appelé les trajectoires d'instabilité sévère généralisée. Heureusement, c'est 3 de la cohorte. C'est un petit groupe, mais on voit qu'ils sont très élevés sur tous nos indicateurs d'instabilité. Donc, des bris de réunification, beaucoup de déplacements, beaucoup de placements en urgence ou provisoire, là. Donc non planifiés, mais tout ça sur une durée quand même pas négligeable aussi, là. Donc, voilà, ça, c'est nos 5 profils. Donc, on voit que ce n'est pas homogène. Il y a des profils qui se dégagent. Puis là, est-ce que ces profils-là se distinguent sur d'autres variables? C'est ce qu'on a tenté d'aller voir. Donc, pour ce qui est du premier profil, qui est la majorité de notre cohorte, là, on voit que ce profil-là est associé plus souvent à des motifs d'intervention qui est l'abandon. Moins souvent d'abus sexuels, puis ce sont des enfants avec moins d'antécédents en protection de la jeunesse. Dans notre deuxième trajectoire qui est longue stabilisée, ce qu'on voit, c'est que c'est des enfants plus jeunes. Ils sont placés plus tard, c'est-à-dire qu'on a essayé un maintien avant de les placer. C'est plus des enfants qui sont en risque sérieux de négligence comparativement aux autres groupes, puis moins souvent en troubles de comportement.
ça nous donne déjà un petit aperçu de ça va être quoi leur type de le type de projet de vie permanence avec lesquels ils vont aboutir. Là, on va le voir tantôt. Le troisième groupe en bris de réunification et placement d'urgence, c'est vraiment un groupe qui est associé plus aux situations d'abus, que ce soit abus sexuel, abus physique, abus psychologique. Donc, un peu moins de négligence, c'est ce qu'on peut comprendre, puis avec des cas avec plus d'antécédents au moment de l'entrée dans la trajectoire, dans la période d'observation. Nos trajectoires d'instabilité en placement sont associées à des enfants plus vieux, donc des ados placés plus souvent pour troubles de comportement, et ils sont placés plus tôt dans leur trajectoire aussi, c'est-à-dire qu'on ne tente pas de maintien. Là, dès le début, on l'oriente rapidement vers un placement sans trop attendre, là, sans trop tenter de maintien. Puis dans notre dernière trajectoire, ce qu'on voit, c'est qu'elle est associée à plus de négligence, plus d'abus sexuels, plus d'abus psychologiques. Donc, de la co-occurrence aussi. D'ailleurs, dans tous les groupes, c'est celui qui cote le plus haut là, au niveau de la co-occurrence des problématiques de protection. Et si on regarde maintenant les statuts de permanence qui sont associés à ces profils-là. Donc, ici, j'ai reproduit en plus petit là, nos 5 profils, le graphique des 5 profils en haut. Puis, en bas, vous avez les différents statuts de permanence. Donc, c'est où est-ce qu'il en est l'enfant 9 ans après son entrée dans les services de protection. Donc, c'est vraiment le statut final. Ça ne nous parle pas de qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 ans. Ça nous dit quel était le statut de l'enfant 9 ans plus tard. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans notre trajectoire courte et stable, ce sont surtout des enfants qui vont aboutir à être réunifiés, maintenus, donc une réunification stable. C'est 55% des enfants de ce groupe-là comparativement à 36 et moins là, dans les 4 autres groupes de trajectoire. C'est plus souvent aussi des enfants adoptés que dans les autres groupes. Donc, c'est 8% de ces enfants-là qui vont finir là, 9 ans plus tard en adoption, comparativement à 6% et moins dans les autres groupes. Si on regarde la trajectoire en gris, donc longue stabilisée, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout associé à des placements à majorité. Donc, 51% de ces enfants-là vont être en placement à majorité. On se rappelle, c'est des jeunes enfants. On se rappelle que c'est associé à un plus jeune âge aussi, mais aussi un 6% en adoption. Puis nos 3 autres trajectoires, qui sont des trajectoires plus d'instabilité, si on peut dire, on voit que c'est plus associé au fait que les enfants n'ont aucune permanence sur les 9 ans, en apparence à tout le moins. Ce que ça veut dire, aucune permanence, ça veut dire que pendant les 9 années qu'on a observées, l'enfant, il n'y a pas eu de tentative de réunification. Il n'a jamais sorti de placement. Il a peut-être été déplacé, mais il n'a jamais sorti de placement pour aller dans son milieu. Puis il n'y a jamais eu d'ordonnance. À ce qu'on peut voir, il n'y a jamais eu d'ordonnance prévue jusqu'à sa majorité. Fait que c'est des enfants qui cumulent des placements de 2 ans, de 2-3 ans, un après l'autre, sans ordonnance à majorité. C'est pour ça qu'on les a appelés sans permanence, mais ça peut être, par exemple, des enfants qui sont en processus d'adoption, sont placés dans une banque mixte. Merci. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet de vie qui est en cours pour ces enfants-là, mais c'est quand même 9 ans plus tard après l'entrée qu'on est en train de regarder. Donc, ce qu'on peut retenir de ces données-là, c'est que les enfants placés d'abord ne constituent pas un groupe homogène. Quand on regarde les 2 premières trajectoires qui sont peut-être qu'on peut qualifier d'un peu plus stables, là, on peut dire que c'est la majorité. Donc, l'instabilité n'est pas généralisée à tous les enfants placés. Quand on met les deux ensemble, là, 66% plus 14%, c'est quand même un 80% de nos enfants placés qui sont dans des trajectoires quand même acceptables, on pourrait dire, là. En ce qui concerne la trajectoire longue stabilisée, bien, ce qu'elle nous suggère aussi, ce qu'il faut se rappeler, je le disais tantôt, dans le fond, là, c'est que là-dedans, il y a peut-être des placements à majorité qui sont en attendant qu'on complète un processus d'adoption ou qu'il y a eu des tentatives d'adoption, que ça n'a pas fonctionné, qu'on a abouti en placement majorité. Fait que, comme je vous disais, c'est le statut final. C'est le statut final après 9 ans.
Ça ne veut pas dire que c'est l'issue finale pour l'enfant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tenté d'autres choses avant. Maintenant, en ce qui concerne notre groupe d'instabilité sévère, ce que ces résultats-là nous suggèrent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de la co-occurrence dans ce groupe-là qui vient alimenter un trauma qui contribue à l'instabilité, puis aux tentatives de réunification qui ne fonctionnent pas, puis les placements temporaires. Donc, il y a vraiment une problématique là, dans ce groupe-là pour lesquels on n'arrive pas, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à stabiliser les enfants. Nos deux trajectoires instables, c'est-à-dire la bleue et la verte, là, donc les bris de réunification puis l'instabilité sévère, on pense, ça nous suggère aussi qu'il y a peut-être des dynamiques relationnelles, familiales qui sont complexes derrière ça puis qui se détériorent au fil des bris de réunification. Parce que ce qu'on a vu dans l'évaluation de la LPJ, c'est que un des facteurs le plus puissants pour prédire un échec d'une réunification, c'est le fait d'avoir eu des réunifications antérieures qui n'ont pas fonctionné. Donc, un échec de réunification, ça augmente de 78 % le risque que la réunification suivante ne fonctionne pas. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci.